Yes, yes, yo yo les amigos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à la correction de l'examen de juin 2023 pour le cours d'énergétique. On va donc ici aborder la résolution de la deuxième question, en toute logique. Pour rappel tout de même, quels sont les points importants qui vont être jugés? Ils sont tous dans cette grille d'évaluation qui contient 9 critères. Ces 9 critères sont jugés à travers les 3 questions dont nous faisons ici la deuxième et dont une première a déjà été faite dans une première vidéo. Donc chacun des critères ici est jugé à travers 3 questions et c'est ça qui accumule vos points, c'est le fait de multiplier, de montrer à plusieurs reprises que vous maîtrisez la même compétence. Inscrire les variables de l'énoncé dans un tableau, développer des lois physiques et des formules utiles, mener à bien un développement, arriver à des valeurs chiffrées précises, etc. OK, ça on l'avait bien détaillé dans la première vidéo. Vous pouvez lire cette grille d'évaluation à votre aise avant et pendant l'examen. Passons sans plus attendre à la deuxième question. La première, c'était déjà fait. On a notre résolution qui est toujours là. La question numéro 2, le surpresseur hydraulique. Alors, lisons d'abord l'énoncé. On nous demande quelle est l'énergie mécanique. Ah, il était question de chaleur à la première question. Il est question d'énergie mécanique à cette deuxième question. Et on se demande quelle est l'énergie mécanique transmise à l'arbre d'un surpresseur à eau amenant 1,5 m3 par heure d'eau liquide. 1,5 m3 par heure. 1 m3, c'est 1000 litres, à peu près 1000 kg à conditions atmosphériques. Donc 1500 kg à peu près d'eau chaque heure. Rendons-nous compte que c'est quand même, on est en train de parler de quelque chose d'énorme là. On l'amène d'une pression de 2 bars et 20 degrés vers une pression de 150 bars et 80 degrés. 150 bars et 80 degrés. Donc on compresse l'eau et ce faisant, on comprend que ça chauffe quand même un petit peu l'eau aussi. On nous admet aussi que ce surpresseur dissipe une puissance calorifique de 6 kilowatts. Il est chaud, ce surpresseur. Ça, on pouvait s'y attendre. Dans un cas idéal, un compresseur sera généralement assimilé à un système adiabatique. Il ne va pas perdre de chaleur ou prendre de chaleur. En tout cas, c'est pas son rôle. Et il n'y a rien à faire, les frottements n'aidant pas, ça va toujours augmenter à l'intérieur sur le fluide en énergie interne et il va toujours y avoir probablement un petit peu de chaleur qui risque de sortir d'un compresseur parce que les parois ne sont pas parfaitement isolantes, etc. Tout se passe en régime stabilisé. Ouf, tout va bien, c'est ce qu'on a fait pendant 40 heures, on ne vous prend pas en traître. Pendant une semaine, dans une centrale thermique à vapeur fonctionnant suivant le cycle de Rankine. Cycle utilisé ensemble durant le cours. Alors, comme pour l'exercice précédent, sans plus attendre, complétons directement le tableau. Ça, c'est quelque chose de très rapidement fait. Alors, on a un débit volumique d'eau qui est annoncé. C'est la première variable donnée. Débit volumique. Le symbole grand V pointé, le point est important, ça montre que c'est la variation par rapport au temps. Je pourrais noter dV sur dt, ce serait équivalent mais un peu moins compact. Et on nous annonce 1,5 m3 par heure. Vous pouvez noter 1500 litres par heure, c'est équivalent. 1500 kg par heure, c'est peut-être une petite approximation tout à fait légitime, mais restons exacts, donnons ce qui est donné dans l'énoncé tel quel. On arrive à une pression de 2 bars et une température de 20 degrés. Pour être tout à fait exact, même si ça ne changera pas grand-chose ici, on le verra bientôt, on aurait dû nous dire si c'est une pression absolue ou relative, donc absolue, c'est-à-dire 2 bars par rapport au vide. Donc 2 bars absolus, ça représente 1 bar effectif, en bar à peu près, hein, 1 bar en plus. Il y a la pression atmosphérique de 1,01325. On ne le précise pas et on sait qu'on monte à une pression de 150 bars. Là aussi, on ne dit pas si c'est absolu ou relatif, mais enfin, 150 bars ou 151 bars, ça change pas grand-chose, d'autant qu'on comprend ici qu'on est sur de l'eau liquide et les liquides ont tendance à être très peu compressibles, c'est-à-dire que leur grandeur thermodynamique et leurs variables thermodynamiques vont être très peu impactées par les changements de pression. Tout ça fait que, même si dans l'énoncé ici, c'est pas précisé si on travaille en pression absolue ou relative, ça ne changera pas grand-chose à la résolution. Donc, pression d'entrée, pression in, on va la noter P in, soyons fous, annoncée à 2 bars.
température d'entrée, température in, Tin, on est sur du 20 degrés. 2 bars et 20 degrés, absolu ou relatif, peu importe. Là, c'est certain qu'on est sur de l'eau liquide, hein. C'est parlant pour tout le monde. L'eau est quand même un fluide relativement commun, pour lequel on a une intuition. Bon, dans certaines plages raisonnables, proches des conditions atmosphériques qui nous sont familières, évidemment. Pression de sortie, pression out, P-out. On monte jusque 150 bars en sortie de ce surpresseur. Il joue bien son rôle, il monte la pression. Température out. T-out. On va ressortir à 80 degrés. L'eau a chauffé suite à la mise sous pression relativement brutale de 2 à 150 bars. On a une donnée supplémentaire, la puissance calorifique perdue de 6 kW. Alors, on va noter puissance calorifique, cal, et je mets un petit out pour bien montrer que c'est une puissance qui sort. Et donc ça, c'est une chaleur, donc on le note Q pour quantity of heat. Un petit point dessus pour bien montrer que c'est une puissance. Et on va noter out, puisqu'on sait qu'elle sort du surpresseur. Ce surpresseur chauffe, il perd cette chaleur au profit de son environnement. Et ça vaut 6 kW. 6 kJ d'énergie calorifique par seconde. Et on a tout noté. En termes de variables, c'est fait. Ça va vraiment très très vite. Comme pour l'exercice numéro 1, ce que je vous propose, c'est de ne pas foncer sur le développement tout de suite. On va aller vers la suite, vers l'analyse technique, pour essayer de situer un peu ce système. On nous parle d'un système de Rankine. Okay, et on nous demande, comme pour la première question en machine thermique inverse, on nous demande un schéma de principe, un diagramme thermodynamique, cette fois-ci le TS, et un modèle énergétique de machine thermique. Commencer par ceci permettra, à mon sens, d'être beaucoup plus confortable quand on retournera au développement. Donc, je vous conseille vraiment de commencer par ici. Le cycle de Rankine, qu'est-ce qu'il nous proposait? Il nous proposait d'amener généralement de l'eau, de l'eau liquide, en surpression, en écoulement, vers une chaudière. Ça, c'est toute la magie du cycle de Rankine par rapport au cycle de Brayton des turbines gaz. Le cycle de Rankine part sur des turbines vapeur. On est sur des machines où on va donner de l'énergie sous forme de chaleur de manière à faire tourner quelque chose, à produire un travail mécanique, pour ensuite éventuellement en faire de l'électricité si on branche un alternateur sur l'arbre mécanique qui est mis en rotation. Et la magie du cycle de Rankine, c'est de se dire, moi je passe par un circuit fermé d'eau qui va s'évaporer d'un côté et recondenser de l'autre. Et ce circuit fermé, puisque moi je dois chauffer cette eau par tous les moyens possibles et imaginables, je chauffe cette eau par absolument tous les moyens possibles et disponibles. Ça peut être du charbon, du gaz ou du pétrole qu'on brûle, ça peut être la chaleur du sol si on fait de la géothermie, ça peut être des barres d'uranium en réaction si on fait du nucléaire, ça peut être du solaire concentré, bref, je fais absolument ce que je veux. La chaleur rentre ici dans un échangeur, donc ça c'est la chaudière, au sens large, hein, pas seulement comme la chaudière à gaz qu'on a à la maison, mais c'est l'élément qui va chauffer l'eau de manière à en faire de la vapeur. On va rentrer dans une turbine. Ça, c'est l'élément mis en rotation. Turbine. Voilà. Et ensuite, donc en sortie de la chaudière, là, ici, à cet endroit, j'ai la vapeur qui présente, je dirais, les caractéristiques les plus intéressantes pour faire tourner ma turbine. Sa température et sa pression sont maximales dans le circuit. On va balancer ça sur les aubes de la turbine pour la mettre en rotation. Une fois que c'est fait, forcément, la vapeur aura perdu énormément de pression. Mais si je veux recommencer et retourner vers mon surpresseur ou compresseur ou pompe qui était ici de l'autre côté, je dois recondenser ceci et donc repasser vers un autre échangeur avec un circuit de refroidissement, donc dans une boîte, à travers laquelle je vais refroidir cette vapeur d'eau pour la faire condenser avant de revenir ici. Et ça, généralement, c'est un cours d'eau, la mer ou autre chose à proximité. Donc ici, le condenseur. Et donc, la vapeur circule dans ce sens-ci. Ça, c'est pour le schéma de principe. Okay.
Ensuite, le diagramme thermodynamique. Cette fois-ci, on nous demande un diagramme TS. Hop. Donc, un diagramme température, entropie, très souvent utilisé pour les machines thermiques, pour les données intéressantes qu'on peut y faire apparaître. On va avoir une cloche biphasique. Attention, le diagramme TS est le seul diagramme dans lequel la cloche biphasique, celle-ci, hein, où j'ai le mélange liquide-gaz, à l'intérieur de laquelle j'ai le mélange liquide-gaz, c'est le seul diagramme pour lequel la cloche est à peu près symétrique. Pour tous les autres, on avait bien insisté, généralement, dès qu'on a en axe horizontal, en abscisse, le volume massique, en raison de la différence de compressibilité entre les gaz et les liquides, on a quelque chose de beaucoup plus raide à gauche vers les liquides qu'à droite vers les gaz. Ici, dans un diagramme TS, c'est relativement symétrique. Comme on l'a fait pour la première question, je vous propose de numéroter les points sur notre schéma de principe pour pouvoir les positionner ensuite dans le diagramme TS et tracer l'évolution telle que demandée. Alors ici, clairement, l'énoncé nous parle du surpresseur, donc on va démarrer d'ici. De 1 à 2, on vient mettre en écoulement l'eau liquide sous refroidi. Hop, on arrive ici. On arrive ensuite dans la chaudière, au travers de laquelle cette eau va prendre de la chaleur et probablement, c'est le but, s'évaporer. Cette vapeur au point 3 à haute pression, haute température, va arriver dans une turbine dans laquelle elle va céder énormément d'énergie, perdre en pression, un peu en température aussi, et il n'y aura plus qu'à la condenser de manière à recommencer le cycle. Mon point 1, du coup, a priori, est quelque part dans les liquides sous refroidi et à une température pas encore trop élevée. Quand on va comprimer cette eau, il va y avoir une légère augmentation de température. À l'échelle du reste, généralement, c'est très faible. Donc le point 1 et le point 2 sont généralement très peu éloignés l'un de l'autre. Et si le circuit est idéal, ça se passe quasiment à entropie constante, quasiment. Pourquoi je dis quasiment? Attention qu'ici, l'énoncé lui-même fait déjà une entorse à cette règle. Une évolution à entropie constante dans un compresseur, ça suggère deux choses. L'évolution doit déjà être adiabatique, sans échange de chaleur avec l'extérieur. C'est déjà fichu. L'énoncé nous a dit qu'on avait une perte de chaleur de 6 kilowatts vers l'extérieur, donc c'est déjà mort. On n'est pas isentropique ici. Mais enfin, est-ce qu'on s'écarte fortement de la verticale? Ça, c'est autre chose, et la réponse est non. Et ici, l'idée est juste de représenter quelque chose de qualitatif et pas de quantitatif. Ensuite, la deuxième hypothèse pour valider une évolution isentropique dans un compresseur ou dans une turbine d'ailleurs, c'est de se dire que ça se passe sans irréversibilité type frottement, mélange ou autre. Ça, l'énoncé ne permet pas de savoir si on néglige ou non les frottements ici. Donc, cette belle verticale de 1 à 2, elle est un peu mise à mal par l'énoncé. Admettons-la ici pour le cycle de manière générale. Il n'y a rien de, encore une fois, quantitatif qui est demandé. Vous ne devez pas positionner les points précisément. C'est vraiment un tracé à la main pour avoir l'idée de ce qui se passe. Ensuite, de 2 à 3, on s'évapore. Alors là, encore une fois, une hypothèse doit être faite. Généralement, l'évaporation dans la chaudière, on considère qu'elle se fait à pression relativement constante, ce qui est un petit peu faux, mais pas trop. On a un écoulement relativement libre dans cette chaudière. Ce n'est pas un volume fermé dans lequel on vient pressuriser quelque chose. Par contre, l'écoulement va arriver avec une certaine énergie et en butant contre un obstacle, comme des pales d'une turbine, on va la mettre en rotation. Mais le fait de traverser la chaudière ne va pas impliquer de grands changements de pression. Or, les courbes à pression constante, qu'on appelle les isobars, dans le diagramme TS, elles ont cette allure-ci que je dessine en pointillé. D'abord une courbe qui monte, puis on rentre dans la cloche biphasique liquide-gaz, on traverse un plat, puisque pendant le changement d'état, température et pression demeurent constantes, et puis on est reparti vers une autre courbe qui n'a pas exactement la même pente que du côté liquide, une fois qu'on est dans les vapeurs surchauffées. Si la chaudière fait bien son boulot, eh bien le liquide chauffe d'abord, échange de chaleur sensible, augmentation de température sans changement d'état, sans changement de phase, puis on s'évapore. C'est le but de créer de la vapeur tout de même. Et puis, idéalement, on surchauffe encore un petit peu pour être bien dans les gaz et arriver ici au point 3, en sortie de la chaudière, au point le plus haut en pression et température du circuit. On balance ça dans notre brave turbine sur ses ailettes de manière à la faire tourner. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? De même que pour le compresseur, la chute de pression dans la turbine se fait à entropie constante si la turbine est idéale. Donc ici, Ops,
va arriver quelque part ici. Mon diagramme est un petit peu malheureux ici en termes de proportion. Le point 4 devrait généralement arriver dans la cloche. Remarquez ici que pour boucler mon cycle, c'est pas exactement ce qui va se passer. Je suis à la limite sur le gaz saturé ici tel que je l'ai dessiné. Si je le faisais un peu plus proprement, j'arriverais dans la cloche. Et puis on reboucle de 4 à 1 en condensant. Et donc ici, encore une fois, on fait le chemin inverse de l'évaporation. Pression constante, on redémarre dans l'autre sens et on est reparti. Voici notre cycle de Rankine, cycle de turbine vapeur dans un diagramme TS. Dernier élément qui nous permet de voir un peu plus clair dans la question qui est posée, faire le modèle énergétique de cette machine. Donc ça, c'est une machine thermique, pas une machine thermique inverse. Donc je note MT. Une machine thermique, c'est n'importe quelle machine que je placerai entre une source chaude et une source froide. Source chaude à haute température, TH pour T-hot. Source froide à basse température, TL pour T-low. Et tout le but d'une machine thermique, c'est de venir prendre de la chaleur de la source chaude, transformer ça en travail mécanique utile W-out, et malheureusement, j'ai pas le choix. Il y a toujours un peu d'énergie interne qui reste dans le fluide que j'ai chauffé pour avoir mon travail mécanique, qui principalement repose sur des phénomènes de dilatation lors de la chauffe. Et malheureusement, je dois rejeter une partie de cette énergie, je n'ai pas le choix. Alors, je peux l'utiliser, cette énergie. Si on fait de la cogénération, par exemple, je peux utiliser cette énergie pour aller chauffer un circuit de chauffage d'un bâtiment, de bureau annexe à la centrale, etc. Mais ce Q pointé haute, cette chaleur qui ressort, je ne peux plus en faire du travail. Il y a un moment où ça devient plus assez intéressant, je n'ai plus assez de pression et je n'ai que de l'énergie interne, ça ne nous intéresse plus. Mais donc voilà notre modèle énergétique. Et nous, la question qui est posée, zoom sur l'évolution de 1 à 2 dans le surpresseur de cette machine thermique, ce circuit de Rankine à vapeur. Maintenant qu'on y voit plus clair, on peut entamer la résolution. Comme on l'a toujours dit, c'est toujours une bonne chose de commencer par un petit bilan de puissance. Bilan de puissance. Dans un bilan de puissance, qu'est-ce qu'on fait? Et on le fait, nous, en régime permanent. C'est ce qu'on a toujours fait ensemble pendant nos 40 heures de cours ici en bloc 1. Si on ne fait pas ça, le transitoire, démarrage, arrêt ou changement de régime demande de tenir compte de dérivés par rapport au temps, de variations de variables thermodynamiques par rapport au temps. C'est pas le même délire, c'est pas inintéressant, mais c'est un autre travail, un peu plus matheux. Donc ici, on a essayé de s'affranchir de ce travail un peu trop mathématique pour se concentrer sur les notions d'énergie. Et donc ici, ce bilan de puissance, on va le faire comme ceci. E pointé in, toute la puissance qui rentre, moins toute la puissance qui sort, est égale à la variation du niveau énergétique du système par rapport au temps. Et puisqu'on est en régime permanent, eh bien ça vaut 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que ce qui rentre moins ce qui sort, de manière générale, sans encore regarder ce que moi j'ai en particulier ici, ça peut rentrer sous forme de chaleur, de travail mécanique ou d'écoulement. Une masse en débit massique, M pointé, fois la petite énergie que ça transporte, sachant que dans la petite énergie transportée, il y a de l'énergie cinétique, petit KE, de l'énergie potentielle, petit PE, et de l'énergie interne, petit U, plus pression fois volume massique pour mettre l'écoulement en œuvre. Tout ceci s'appelle l'enthalpie. Variables qui évoluent souvent ensemble, et donc les professionnels en ont fait un package qu'on appelle l'enthalpie H. La question consiste maintenant à se demander, ok, qu'est-ce que j'ai dans mon surpresseur? Alors le surpresseur, c'est relativement évident. Dans ce système, le surpresseur reçoit de l'énergie mécanique. Il reçoit de l'énergie mécanique de manière à mettre en place un écoulement. Par ailleurs, on nous a dit dans l'énoncé que notre surpresseur ici perdait une forme de chaleur, 6 kW. Et ça, ici, on doit en tenir compte puisqu'on nous l'a dit. C'est pas voulu, mais c'est un effet qu'on va obtenir.
Et tout ça va avoir un impact sur, l'écoulement. Alors bien sûr, il y aura un impact sur les changements d'énergie cinétique et potentielle, puisqu'il y a probablement une différence de hauteur entre l'entrée et la sortie du surpresseur, bien qu'en fait on n'en soit pas sûr, il pourrait être tout à fait à l'horizontale. Il y a peut-être un changement de section de passage entre l'entrée et la sortie du surpresseur, ce qui impliquerait des changements de vitesse et donc d'énergie cinétique. Mais on nous a rien donné de tout ça. Donc je ne peux pas le deviner. Donc la plupart des bilans, faute d'informations supplémentaires qu'on va faire sur des surpresseurs, compresseurs, pompes, et cetera, ce qu'on appelait des machines opératrices ensemble, vont mener à un bilan du type comme ici. J'ai du travail qui rentre, W.in, super. J'ai de la chaleur qui sort, Q.out. Donc ça, c'est les différents transferts. Et ça va avoir un impact sur le débit massique. Et il ne me reste ici de quantifiable grâce à l'énoncé que les enthalpies. M.t, enthalpie de sortie, moins enthalpie d'entrée. Si vous refaites les bilans tels qu'on les avait fait au chapitre 3, c'est souvent à ça qu'on va aboutir. Alors, le W.in, c'est ça qu'on nous demande. On nous demande quel est le travail mécanique utile. Okay. Remontons quand même voir ce qu'on nous demandait. Parce que là, on cherche une puissance. En tout cas, j'ai fait apparaître une puissance dans le développement. Ici, on nous demande véritablement, en une semaine, quelle est l'énergie mécanique, le paquet d'énergie, pas la puissance, pas la vitesse à laquelle l'énergie est produite ou consommée. C'est pas grave, j'ai une semaine ici comme délai de fonctionnement en régime stabilisé, régime permanent. Donc si j'ai la puissance et que j'estime que pendant une semaine cette puissance est maintenue, je pourrais trouver l'énergie sans problème. Donc continuons notre démarche, rien d'impossible ici. Q.out, c'est 6 kW. Ça, on nous l'a donné, c'est cadeau. M.t, le débit massique, on sait que c'est 1,5 m3 par heure. 1 m3, c'est 1000 litres. C'est à peu près 1000 kg pour de l'eau à conditions atmosphériques. Donc, ici, on peut admettre que c'est 1500 kg sur 3600 secondes pour l'avoir en système international. Donc ça, c'est bon. Ne me reste que 2 enthalpies à trouver. H out. Oups. Voilà. H out et H in. L'enthalpie d'entrée et l'enthalpie de sortie. Alors, l'enthalpie d'entrée. L'enthalpie d'entrée, on a dit qu'on rentrait dans ce surpresseur à une pression de 2 bars et 20 degrés. Et on sait que c'est liquide. De là, on n'est pas trop inquiet. On se dit, on va aller chercher ça dans les tables thermodynamiques de l'eau. Dans les tables, je suis bien dans de l'eau liquide, donc sous refroidi. Donc la table 1.4 semble tout indiquer. On commence notre petit bonhomme de chemin. Et là, là, on est un peu embêté quand même parce que la première plage de valeur qui est donnée, c'est pour une pression de 5 mégapascales, soit 50 bars. Et nous, on est à 2 bars. Un peu embêtant quand même. Mais enfin, c'est pas grave. On a déjà admis ensemble que l'eau liquide était très peu compressible. Ça veut dire que ces variables vont très peu se laisser influencer par l'évolution de pression. Donc, bien que ce ne soit pas l'idéal, on aura une très faible erreur à estimer que l'enthalpie à 2 bars et 20 degrés est à peu près la même que l'enthalpie à 50 bars et 20 degrés. Il y a très peu de variations avec la pression, pour un liquide. Et donc cette enthalpie à 50 bars et 20 degrés, elle est disponible. On va dans les tables de l'eau. Oups, on est ici. On est là à 50 bars, 20 degrés. Et on vient boucler ici, hop, 88,61 kJ par kilogramme. Yes, yes, yo, yo. Donc ici, 88,61 kJ par kilogramme. Super, ça c'est fait. Lecture assez directe, pas de mélange, pas de titre, pas de bazar, c'est de l'eau liquide sous refroidi, c'est assez facile. H-in, on l'a trouvé, trop bien. Enthalpie de sortie maintenant. On nous disait qu'on montait jusque 150 bars, et donc encore une fois, on ne nous a pas précisé si c'était des bars absolus ou relatifs, mais vous voyez que je suis en train de dire l'enthalpie à 2 bars ou l'enthalpie à 50 bars, c'est la même chose. Alors forcément, l'enthalpie entre 50 bars et 51 bars, vous pensez bien que ça ne va pas non plus changer ma décision. À 150 bars et 80 degrés, voilà, ça devient intéressant. Vu que ma table commence à 150 bars, si ça se trouve, j'ai même pas d'approximation à faire. Je vais la trouver directement.
et paf, comme de juste, 150 bars, c'est 15 mégapascales, 80 degrés, c'est ici, on fait un petit toucher coulé, et voilà, 346,92 kilojoules par kilogramme à cette pression de 150 bars et cette température de 80 degrés. 346, j'avais dit combien déjà? 346,92. 346,92 kilojoules par kilogramme. C'est trouvé. On n'oublie pas de préciser qu'on a trouvé tout ça dans la table 1.4. C'est toujours bon si jamais on s'est trompé, si jamais on s'est mal compris, on s'est trompé de substance, on s'est trompé de colonne, etc. C'est toujours mieux de préciser le cheminement qui a été fait. Pouf. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On isole notre W.in qu'on recherchait là. W.in est égal à M.T Hout moins Hin. Je viens de trouver les deux enthalpies et le débit massique, je l'avais déjà. Plus Q.out que je connaissais déjà à 6 kW. On est parti. On remplace tout ça par les valeurs chiffrées. Hop. Donc M.T c'est 1500 sur 3600, 1,5 m3 par heure, donc 1500 kg en 3600 secondes. Hout c'est 346,92. Hin c'est 88,61. Plus ici 6 kW. On a bien tout exprimé en kilojoules, en kilowatts, en termes d'unité, on n'est pas trop mauvais. Et donc, si on fait le calcul et que le monde est juste, je regarde mon petit copion, on devrait arriver à 113,63 kW. Une centaine de kilowatts en fonctionnement. C'est quand même pas mal. Mais ce n'est pas des kilowatts qu'on me demande. Ne vous arrêtez surtout pas ici. Demandez-vous toujours. On va toujours vous demander, c'est un cours d'énergétique, on va toujours vous demander d'arriver à une puissance ou une énergie. Demandez-vous ce qu'on vous demande. Hein. Rappelez-vous, ne vous contentez pas du premier résultat. Là, je connais la puissance en kilowatts, la vitesse à laquelle l'énergie est produite ou consommée. Mais moi, ce qu'on me demandait ici, c'était bien l'énergie mécanique durant une semaine. Qu'est-ce que ça représente comme paquet d'énergie à la fin? Quelle est la facture, si vous voulez, en termes d'énergie qui m'attend à la fin pour faire fonctionner ça à 113,63 kW pendant une semaine? Et donc ici, c'est relativement simple. On estime qu'on est en régime permanent, il n'y a pas d'intégrale, de machin, de variation à tenir en compte. Je vais multiplier cette puissance par le temps. Ok, donc pour avoir l'énergie, Win, je vais prendre la puissance W.in fois le laps de temps. C'est-à-dire 113,63 kW fois, et nous on parle d'une semaine, et bien là c'est parti, une semaine c'est quoi? C'est 7 jours, durant lesquels il y a 24 heures, et pendant ces 24 heures il y a 3600 secondes, ce qui vous fait, si le monde est juste, ni plus ni moins que, je regarde mon brouillon, 68 722 920 kilojoules. Le kilojoule étant une petite unité. Mais enfin, on a quand même ici un beau paquet d'énergie. Hein. Yes. Voilà notre énergie. 68 722 920 kilojoules. On arrive doucement au bout du chemin. Hein. Vous commencez à connaître la chanson si vous avez vu la première vidéo avant celle-ci. Résultat du calcul, rappel de la variable cherchée. Le travail comment je dirais, on va reprendre l'énoncé tel qu'elle était déclarée dans l'énoncé. Si on a un doute, c'est toujours plus prudent. Voilà, quelle est l'énergie transmise à l'arbre? On va écrire ici travail mécanique surpresseur. Travail méca surpresseur. Si vous avez plus de place, n'hésitez pas à ne pas faire d'abréviation comme moi. J'essaye de faire mon possible avec la tablette pour que ce soit lisible. Et donc ici, travail mécanique du surpresseur, on l'avait noté non pas en pointé, non. On avait noté W in en énergie, pas le point, surtout pas le point. La valeur, quelle était-elle? On était à 68 722 920 kilojoules. Voilà le résultat final demandé. Notez bien ça dans le tableau, hein, c'est important, c'est là qu'on regarde la valeur finale. Sinon, on doit aller rechercher un petit peu dans le développement.
et ça peut déjà mettre une petite tension dans la recherche et le le, la démarche pour voir où sont, vos compétences, je dirais. Conversion d'unité. Ah là, on nous demande de convertir cette énergie de kilojoules à mégajoules, mégawattheures et tonnes équivalent pétrole. 3 unités qui sont quand même relativement usitées dans le monde, donc on doit savoir manipuler. Passer de kilojoules à mégajoules, c'est pas un gros stress. Un mégajoule, c'est 1 000 000 de joules, 1 kilojoule, c'est 1000 joules, donc je divise ici, j'ai une unité qui dézoome 1000 fois si on veut. Donc je vais diviser mon résultat en kilojoules par 1000, c'est pas un gros stress. 68 722,92 mégajoules. Ça va. Mégawattheure, alors un wattheure, c'est une unité un peu chelou combinée. C'est bien de l'énergie, même s'il y a watt dedans, parce que c'est un watt fois une heure. Un watt fois une heure, c'est un joule par seconde fois 3600 secondes, c'est donc 3600 joules. Un wattheure. Un wattheure, c'est 3600 joules. Et donc ici, si je veux convertir mes kilojoules en mégawattheures, je vais déjà devoir ramener mes kilojoules en mégajoules. C'est ce qu'on vient de faire au-dessus. Donc profitons de ce résultat, c'est quand même confortable. Le méga peut rester. Donc je reprends le résultat en mégajoules. 68 722,92. Tout ce qui me reste à faire, le wattheure est une unité un peu plus compacte, puisque le joule est assez petit. Et donc, on va diviser ça. Un wattheure, c'est vraiment la puissance d'un appareil qui fonctionne à 1 watt pendant une heure. C'est l'énergie, pardon, d'un appareil qui fonctionne à la puissance d'1 watt pendant une heure. Et donc, en divisant par 3600, on obtient ici, je regarde mon petit brouillon, voilà, 19 089,7 mégawattheures. C'est quand même pas mal, on en parlera juste en bas dans la critique de vraisemblance. Là, ça doit commencer à devenir parlant pour vous. Autant les kilojoules, pas nécessairement, je vous l'accorde. Les mégajoules non plus. Le wattheure, quand même, votre facture à la fin de l'année, elle est en kilowattheure. Donc, vous annoncez ici une vingtaine de mégawattheures. Ça devrait vous parler. On va rementionner ça juste en dessous. La TEP, la tonne équivalent pétrole, c'est l'énergie équivalente qu'on récupère ou qu'on consomme en brûlant une tonne de pétrole conventionnel. Pour ce faire, il faut se rappeler que une tonne équivalent pétrole, c'est 41,868 gigajoules. Vous brûlez une tonne de pétrole, vous récupérez 41,868 gigajoules. Et donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour mener à bien ce calcul? On repart par exemple de la valeur en mégajoules, 68 722,92. Et là, on va diviser par 41,868. Ce sont des gigajoules, donc des gigajoules, c'est 1000 fois des mégajoules pour avoir mes mégas et mes gigas. Et là, bingo, on retombe sur 1641,42 tonnes équivalent pétrole. C'est quand même beaucoup, faut s'en rendre compte. Normalement, là, à ce stade-ci, si vous aviez suivi, si vous avez fait plusieurs exercices, vous vous rendez compte qu'on est en train de manipuler des chiffres assez colossaux. Critique de vraisemblance. Est-ce que ce qu'on vient de trouver nous semble possible? On est dans une centrale thermique, un cycle de Rankine. Donc le but, c'est une centrale qui produit de l'électricité à l'échelle d'une ville, d'un pays, d'un morceau de pays, d'un quartier, tout ce que vous voulez. Il faut essayer de comparer ça maintenant. Alors, on a ici des wattheures. Franchement, je vous conseille, je pense, que des 3 unités fournies ici, le wattheure est l'unité la plus parlante. Ordre de grandeur ici du ménager sur 1 an en électricité en Belgique. Il faut quand même tout dire, parce que sinon les chiffres qu'on va annoncer risquent d'être un peu caducs. Donc, l'ordre de grandeur du ménager sur 1 an en consommation électrique en Belgique, n'hésitez pas à faire une phrase plus complète que ce que je viens de faire ici, vous comprenez que je n'ai qu'une tablette et que je fais ce que je peux. On est ici en général de l'ordre de 2000 kWh, soit 2 MWh par an. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire à la fin, de l'année, votre consommation d'électricité s'élève généralement à 2 mégawattheures pour un ménage moyen d'environ, 3-4 personnes et qui a pas des appareils incroyables à alimenter chez lui. Ici, on est dans une centrale sur une semaine
qui maintient quand même un régime pour lequel on va comprimer de 2 à 150 bars, 1 500 kilogrammes par heure d'eau liquide. Centrale sur une semaine, avoir à peu près 20 000 mégawattheures. Est-ce que c'est déconné? En tout cas, on est bien au-delà du résidentiel. Avoir des mégawattheures dans ce secteur de production et de transport d'énergie, pourquoi pas? Ça semble OK. On est vraiment dans un level d'énergie bien supérieur. Alors attention ici, j'espère que cette centrale ne va pas représenter ce fonctionnement tout le long, ou du moins qu'elle propose à sa turbine, nettement plus de production que ce qu'elle n'en consomme ici à son surpresseur. Mais en même temps, avoir cette consommation sur ce genre de machine, c'est pas déconner par rapport à ce qu'on peut avoir chez nous à la maison. J'espère que personne chez soi ne comprime de 2 à 150 bars, 1 500 kilogrammes par heure d'eau liquide. Mais donc ici, on est dans des ordres de grandeur tout à fait colossaux qui sont propres aux centrales. Ça semble pas aberrant. Il aurait semblé aberrant, d'avoir quelques wattheures, beaucoup trop petit, même finalement avoir quelques kilowattheures, hein, avoir l'équivalent de la consommation d'un ménage dans une centrale, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. De même qu'avoir des gigawattheures ou quelque chose qui vient dans les 10 exposants 12 wattheures, là, ça commence peut-être à devenir déconné. C'est tout pour la résolution de ce deuxième exercice. J'espère qu'il aura été clair, et je vous dis à bientôt. Au revoir.